Bonjour, bienvenue à tous sur Fréquence Populaire. La question qu'on se pose, c'est est-ce que la Macronie et spécialement Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sont-ils dans une autre dimension ou sont-ils frappés d'une soudaine schizophrénie? Pourquoi? Eh bien, parce que d'une manière générale, Emmanuel Macron a fait plusieurs déclarations ces jours-ci, en particulier celle concernant l'industrialisation de la France, et il a déclaré la France est réindustrialisée, le chômage est maîtrisé. On croit rêver, on ne semble pas vivre dans le même pays. Pourtant, président, il devrait avoir toutes les informations. On peut lui adresser la dernière analyse de l'usine Nouvelle, quand même spécialisée sur les questions industrielles et qui montre que depuis 2 années consécutives, le pays, la France, se désindustrialise largement avec plus de suppression d'usines que de création d'usines. Il en va de même pour le chômage, puisqu'on ne comptabilise qu'une partie du chômage. Et puis de toute façon, il considère que le plein emploi est à 5%. Voilà, mais enfin bon, c'est 5% de la catégorie A, ni la B, ni la C, ni la D, ni les autres. Et puis surtout pas le halo du chômage, c'est-à-dire ce que l'INSEE calcule comme étant la réalité du chômage, ceux qui ne sont plus comptés, ne se comptabilisent plus, sont à moitié dans des emplois, plutôt dans des emplois précaires ou alors dans des emplois plus ou moins partiels, au noir. En réalité, le chômage est évidemment beaucoup plus élevé. Et puis, chacun le voit, chacun le ressent. Si ce n'est pour soi-même, pour ses proches, pour sa famille, pour ses jeunes, la vie est de plus en plus difficile. Mais, alléluia, voilà que Emmanuel Macron reçoit Zelensky qui fait une tournée européenne triomphale, alors que dans son pays, c'est un effondrement militaire qui est en train de se produire sur le front. En tout cas, des défaites sévères à plusieurs endroits, on y reviendra, en Ukraine, et qu'il subit sur le front intérieur politique ukrainien une attaque massive dont on parle énormément dans les médias ukrainiens, sur les canaux, sur les réseaux sociaux ukrainiens, mais pas du tout ici, à savoir, ou très faiblement, à savoir une offensive sur la corruption de très très proche de Zelensky qui travaille avec lui depuis des années, y compris même avant qu'il soit devenu président. Alors Zelensky fait une tournée européenne, il a commencé par la Grèce à laquelle il achète du gaz. Alors, la Grèce ne produit pas beaucoup de gaz, par contre elle a un gazoduc qui convoie du gaz russe. Bon, c'est amusant, passons. Et il est ensuite allé en France où il a rencontré son ami Emmanuel Macron. Et voilà l'annonce, 100 Rafales seraient vendus à l'Ukraine, ainsi que d'autres systèmes d'armes, comme 8 AMPT, qui sont des systèmes de DCA anti-aériens français relativement efficaces. Et on parle d'intention. Alors vous savez que dans le commerce international, on signe des LOI, Letters of Intention. Ça veut dire qu'on est intéressé par un produit, que d'une certaine manière, on annonce qu'on a les moyens de l'acheter et qu'on se prépositionne pour faire cet achat. Ce n'est pas un contrat. Alors d'une certaine manière, on peut se féliciter. C'est la France. Sans Rafale, il faut rappeler quand même que le Rafale est sûrement le meilleur avion de combat polyvalent au monde. C'est pour ça que les Allemands n'ont eu de cesse, par leur VRP Emmanuel Macron, d'obtenir les secrets industriels pour, soi-disant, faire l'avion européen, le SCAF. Je rappelle quand même ici, en petit aparté, que les Allemands veulent toujours faire des choses en commun avec les Français quand ils ne maîtrisent pas la technologie, ce qui était le cas ici. Fort heureusement, la direction de Dassault et en particulier son PDG ont résisté 3 fois à l'insistance d'Emmanuel Macron de livrer nos secrets à l'Allemagne. Et donc, nous avons un avantage compétitif sur de très, très nombreux pays. Et d'ailleurs, le Rafale se vend très bien. On a quoi? On a le Qatar, on a l'Égypte, on a la Grèce, on a la Croatie, on a la Serbie, on a l'Indonésie, il me semble, l'Inde. Ça se vend bien, alors que le nombre de productions, eh bien, n'est pas si élevé. Zelensky en veut 100. En 2024, Dassault produisait 21 unités, 21 Rafales, 14 pour la France, 7 pour l'exportation. L'année précédente, en 2023, c'était 13 unités.
voit une augmentation, une montée en puissance. Là, on en est à 3 unités par mois. Donc, on doit arriver à 35-36 avions à l'année. Et l'objectif pour les 2 années qui vont venir, c'est de monter à 4 unités, donc 48-50 avions de combat. Voilà, en plein régime. Alors, c'est une bonne chose, encore une fois, c'est un succès. Ça montre la compétence de la France. On fait partie de ceux qui ne l'oublient pas et s'en félicitent. Mais sauf que là, ce contrat ne ressemble pas au contrat signé par les Indiens, les Qataris ou les Serbes ou les Croates ou les Grecs qui achètent le Rafale. Puisque là, il n'y a pas de contrat. Et puis, on peut se demander, en premier lieu, mais quels avions vont être livrés et quand vont-ils être livrés? Puisque même à 50 unités par an, sachant qu'on a des commandes à l'international déjà, et que nous avons nos propres besoins en termes d'avions de combat, de Rafale, eh bien, ça semble un peu improbable. D'ailleurs, le chef d'état-major des armées de l'air de France s'est un tout petit peu inquiété à demi-mot en disant ah, quand même, on a des besoins en France sans Rafale, même en les livrant dans entre 5 et 10 ans, ça va être compliqué. Donc oui, effectivement, ça va être compliqué. Et donc, si jamais c'était acheté, eh bien, ça serait livré peut-être dans 5 ans pour les premiers Rafales. Et de toute façon, il y a eu pas une réécriture, mais une réorganisation de la communication. Ça serait livré après la guerre. Bon, après la guerre, on est en plein dedans. Ce qui n'a pas empêché Jean-Noël Barrot, lui, de faire un communiqué dans un monde parallèle. Il a dit « La France, les avions de France vont défendre le ciel ukrainien ». Sauf que c'est tourné de telle manière qu'on le comprend comme étant quelque chose qui sera fait demain. Donc le français moyen, qui ne suit pas en détail les productions industrielles d'avions de combat, ce qui est bien normal, va se dire la France peut livrer des avions qui vont servir maintenant à la guerre en Ukraine. Bon, ce n'est pas exactement le cas. Et puis, Zelensky fait quand même des promesses un peu partout. Parce que le mois dernier, le 22 octobre, il était en Suède, et là, il s'est proposé d'acheter 150 Gripen. C'est un très très bon avion de combat, polyvalent également, plus léger, moins efficace que le Rafale, mais néanmoins un très bon avion de combat, produit par les Suédois. Ah, et 150 Gripen, là, suivant la commande, suivant les armements, suivant les options, on est entre 15 et 21 milliards. Et puis, 150 plus 100, ça fait 250. 250 avions de combat après la guerre, sachant que nous, la France, on en a 148. Bon, ça semble un peu étonnant pour une Ukraine qui sera dans une situation très grave. Elle l'est déjà. Il faut savoir que l'Ukraine était déjà un État failli économiquement avant le conflit. Elle est absolument surendettée. La Russie s'est assurée de bombarder un très grand nombre de ses infrastructures énergétiques, industrielles. Certaines villes sont très fortement touchées. Je parle à l'ouest de l'Ukraine, pas à l'est, ce qui a déjà été conquis par les Russes. Donc, la priorité sera plutôt dans la reconstruction, la réindustrialisation du pays et la remise en état des infrastructures, c'est-à-dire énormément d'investissements sur des années. On voit mal où l'Ukraine trouverait autant d'argent pour financer des avions de combat en un aussi grand nombre devenu plutôt non nécessaire, puisque ce serait après le conflit. Et il faut parler aussi du coût pour la France, que je vous l'ai dit pour les Gripen, mais un avion de combat, un Rafale, suivant le type, suivant les options choisies, c'est entre 150 millions et 250 millions une unité. Alors, ça implique l'avion, la maintenance, les pièces de rechange, la formation des pilotes, mais également la formation des techniciens, parce qu'un avion, c'est beaucoup de mécanique, un très fort coût d'heures de vol. Si on se base sur les contrats récents, celui signé avec l'Inde, qui est à 193 millions l'unité, allez, en faisant une petite ristourne, on arrive à 190 millions l'avion pour l'Ukraine, fois 100, on est à 19 milliards. Il faut savoir que les 8 SAMPT, pardon, je confonds l'ordre des lettres, donc le système de défense aérienne français, coûte environ 500 millions l'unité, fois 8, 4 milliards. 19 plus 4, 23 milliards. Quand on se demande
où l'Ukraine pourrait les trouver. Car là, aujourd'hui, l'Ukraine est déjà en déficit. Et selon l'Union européenne, elle doit trouver entre 50 et 60 milliards très rapidement. Pour les années 2026-2027, on parle de 140 milliards. Or, les États-Unis, s'ils continuent à fournir des armes à que les Européens payent et transmettent après à l'Ukraine, eh bien, les États-Unis ont arrêté tout financement et il n'y aura pas de financement direct des États-Unis à l'Ukraine. Donc, l'Europe doit trouver 140 milliards. 140 milliards, mais où voulez-vous les trouver? La Grande-Bretagne et l'Allemagne sont en récession. La France, vous connaissez notre situation. Crise de la dette, crise budgétaire, puisqu'on n'arrive pas depuis déjà 2 ans à faire un budget, on ne va pas y arriver cette année. Crise politique, crise sociale, crise économique et peut-être crise financière qui menace. Difficulté pour les jeunes de trouver des logements. Enfin, la natalité qui s'effondre. On a quand même un certain nombre de problèmes en France. On voit mal où on trouverait autant d'argent pour financer les avions de Zelensky. Et soyons certains que l'Allemagne ne mettra pas 1 euro pour payer des rafales qui seront envoyées à l'Ukraine. Ils veulent bien jouer avec ça, avec Trump, mais sûrement pas avec la France, soyons-en sûrs. Donc qui paierait? Par le contribuable, on voit mal qui paierait. Et donc là, on a un contrat qui est d'une autre nature que celui d'un contrat de rayonnement et d'amélioration de notre balance commerciale. Quand on vend, encore une fois, à la Grèce, au Qatar ou à l'Inde, eh bien, ça améliore notre balance commerciale et fait rayonner notre industrie. Là, ça serait un sorte, si ça se faisait, encore une fois, ça serait un sorte de cadeau à Dassault. Bon, pourquoi pas? Mais c'est un petit peu étrange dans le contexte budgétaire dans lequel on est. Et puis, il faut se rendre compte que, que le problème, c'est qu'après la guerre ne signifie pas grand-chose. Ils ne disent pas qu'ils vont prendre cet argent aux contribuables européens ou encore moins aux Français, évidemment. Non, la, 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 la dystopie dans laquelle se trouve Emmanuel Macron, l'illusion, est de répéter toujours la même chose, à savoir que l'argent va être pris sur les avoirs russes gelés. Les 140 milliards, par exemple. Et là-dessus, on pourra prendre l'argent pour reconstruire l'Ukraine, acheter des armes, et ainsi de suite. Alors, sur le papier, ça semble très bien. Dans la réalité, c'est assez improbable. Il faut savoir que 183 milliards d'avoirs russes se trouvent dans une institution privée qui est une chambre de compensation qui s'appelle Eurostream. Et Eurostream se trouve en Belgique. Et Madame Urbain, qui dirige Eurostream, a clairement dit il en est hors de question. D'abord, il n'y a aucune disposition légale pour saisir les 183 milliards russes. Mais en plus, cela ferait 2 problèmes. Car étant en Belgique, eh bien, c'est la Belgique qui serait redevable de 183 milliards à la Russie, ce qu'elle n'a pas du tout envie. Et le Premier ministre belge a clairement déclaré qu'il en était hors de question. Et puis surtout, cela n'affecterait pas la Russie, puisque la Russie a déjà fait la liste de toutes les entreprises qui seraient saisies en compensation, à égalité, de l'argent qui serait saisi sur ces fonds sur Eurostream. Ça veut dire que des entrepreneurs français dont leurs entreprises sont bloquées là-bas, eh bien, seraient saisis et l'équivalent en monnaie achèterait des avions ou des armes de différents types qui seraient envoyés en Ukraine. Il y a peu de chances qu'il y en ait autant qui soient d'accord. Je sais pas. On regarde, il y a peu de chances qu'ils soient d'accord. Et en dehors de Madame Urbain, qui a rappelé les problèmes liés à la Belgique, mais aussi à l'économie mondiale, c'est déjà depuis 3 ans Madame Christine Lagarde, patronne de la BCE, ancienne présidente du Fonds monétaire international, qu'on peut difficilement soupçonner d'accointance avec Vladimir Poutine, qui ne cesse d'expliquer que ce serait une pure folie. D'ailleurs, Ben Salman d'Arabie Saoudite a déjà déclaré plusieurs fois que si jamais les biens russes étaient saisis, il ne ferait plus aucune confiance à l'Union européenne ou à des institutions comme Eurostream et prendrait son argent. Ce serait une catastrophe généralisée pour la zone euro dont on n'imagine pas encore la magnitude. Bien évidemment, Emmanuel Macron le sait tout cela, mais il l'annonce, il fait de la communication, les 100 rafales vont être vendues, ils vont protéger le ciel ukrainien demain, et puis l'argent sera pris aux Russes. En fait, non. Il ne s'agit pas du tout de cela, c'est un mensonge à 3 tiroirs. Enfin, on parle de quoi? On parle d'achat d'avions de combat
après la guerre. Mais la guerre a lieu maintenant. Et la guerre est perdue sur le terrain par l'Ukraine. Et l'OTAN de manière décisive. Pokrovsk est tombé. Mirnograd est encerclé et tombé. Kupiansk est quasiment dans cet état. On peut considérer que Kupiansk est tombé. Slaviansk va tomber. L'armée russe qui a concentré des moyens industriels, logistiques et en soldats est en train de mener entre 8 et 9 opérations majeures sur différents points du front. Il y a encore 1 an et demi, il ne pouvait en mener qu'une ou une et demie en même temps maximum. On voit la pression d'ailleurs. À Kherson, c'est une avancée massive qui a été faite dans les faubourgs de Kherson. On parle même d'unités russes qui ont débarqué de l'autre côté du Dniepr. Il y a une avancée sur plusieurs dizaines de kilomètres vers Zaporijjia. Donc on voit la pression est absolument totale. Et les Russes l'ont déjà annoncé de multiples manières. Comme il n'y a pas de paix en vue, eh bien, ils iront jusqu'au bout de leurs besoins de sécurité, c'est-à-dire en saisissant tout ce qui est à l'est du Dniepr, du côté, donc à droite sur la carte, c'est-à-dire Kherson, Dnipropetrovsk, Zaporijjia, Poltava, enfin bref, tout ce qui est toute la richesse en fait de l'Ukraine, puisque la Russie a déjà conquis 65 à 70% du PIB d'avant-guerre de l'Ukraine, plus Odessa, plus la Transnistrie. Évidemment, là, ils n'en auront que faire de savoir ce que l'Ukraine deviendra. Elle pourra rentrer dans l'OTAN, ce sera devenu secondaire pour la Russie. Or, le problème, c'est la cause de la guerre, à savoir l'extension de l'OTAN en Ukraine. Or, cette promesse, cette énième promesse d'armement OTAN, de gages de sécurité de pays OTAN, d'envoi de troupes de pays OTAN, comme la France en Ukraine, et la garantie équivaut à dire aux Russes, l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN. Donc toutes ces promesses d'achat improbables d'avions, d'armements différents, de troupes qui seront déployées toujours après la guerre, eh bien, est une forte incitation pour que les Russes continuent d'avancer et de prendre plus de terrain en Ukraine. Voilà où on en est. À nouveau, diplomatie brouillonne. Zelensky et Emmanuel Macron font un show médiatique qui sert leurs intérêts de politique politicienne et de politique intérieure, parce que les deux, pour des raisons différentes, sont en grande difficulté dans leur pays en politique intérieure. Et eh bien, on embrouille un peu le peuple. Et voilà, en promettant une vente d'avions qui a très peu de chances, en fait, de se réaliser. Voilà, c'était un petit point de fréquence populaire sur ce moment important, médiatique, sur lequel essaye de surfer Emmanuel Macron, puisque je ne vais pas refaire la litanie des problèmes que connaît la France, mais ils sont nombreux et Emmanuel Macron essaye de vivre, de survivre politiquement bien, sur la scène internationale. Et Zelensky lui sert de marchepied. Si vous avez aimé cette vidéo et notre travail, n'oubliez pas de liker si ce n'est pas déjà fait. Ce n'est pas un Rafale, c'est juste une moto. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. C'est important pour le référencement. Et également, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et même si vous n'y allez pas souvent sur nos autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok ou Telegram, nous, ça nous aide à rester indépendants. Bien sûr, vous avez fpop.media, notre portail numérique qui existe maintenant depuis 2 mois. Vous pouvez également nous venir en aide, soit en bas de cette vidéo sur notre page Stripe ou sur notre page Tipeee en faisant un petit don dans la mesure de ce que vous pouvez. Ça nous aide à continuer notre travail et notre travail d'analyse. Également, vous pouvez aller sur fpop.media et prendre un abonnement pour le prix d'un café par mois, 2 € par mois. Nous, ça nous aide à continuer à faire ce travail. Vous trouverez l'équivalent de cette vidéo en article relativement rapidement. Ça se trouve, elle sera déjà sur le site quand cette vidéo va sortir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et félicitations à Dassault, félicitations à nos pilotes, félicitations à nos ingénieurs qui nous maintiennent encore à un niveau de supériorité internationale en aviation. On en a besoin parce que c'est pas comme ça dans tous les domaines. Allez, à bientôt.